Notre prochain orateur est Lily Marie Wanguru, qui est responsable clinique à Nairobi au Kenya. Elle travaille avec MSF depuis 2001 et en 2008, elle a rejoint l'université du Maryland en tant que spécialiste de l'amélioration continue. Elle travaille aujourd'hui avec MSF à Kibera au Kenya. Elle est responsable des activités sur les maladies non transmissibles. Elle souhaite travailler avec le ministère de la Santé pour pousser la prévention des maladies non transmissibles au Kenya. Bienvenue. Bonjour. Je suis ravie d'être ici, notamment parce que c'est l'une des sessions où je suis venue et puis on a rencontré un patient parce que les gens qui travaillent dans la médecine ont toujours des conférences, ils parlent beaucoup des patients et de ce qu'il faut faire pour eux, mais ils ne les incluent pas. Et parfois, on pense qu'on sait ce qu'il faut faire pour les patients, mais on ne les a pas inclus. Et donc, je suis ravie d'avoir pu avoir un patient à notre session parce que c'est vraiment important de comprendre ce que c'est que d'être un patient. Alors, je travaille dans un contexte où les patients souffrent de drépanocytose, mais ce sont des enfants, là. Il n'y a pas beaucoup d'adultes. Sur les 180, je crois que nous en avons 140 qui sont des enfants. Donc déjà, ça nous dit quelque chose, cela. Ça veut dire que la survie est mauvaise. C'est très triste. Mais je suis tout à fait encouragée de vous voir, que vous soyez en Afrique ou à Genève. C'est pareil, ça nous donne de l'espoir. En tout cas, il y a beaucoup d'informations déjà sur la drépanocytose. Vous savez que ces patients en général meurent avant leur 5e anniversaire. Mais en tant que soignant, on sait qu'il y a aussi d'autres obstacles aux soins qu'on pourrait donner. Par exemple, il n'y a pas de ligne directrice. J'ai un groupe de travail au Kenya sur la drépanocytose. Nous avons rédigé des directives. Donc tout le monde fait ce qu'il veut. On a le ministère de la Santé, on a MSF, on a d'autres personnes. Chacun a ses thèmes, mais on ne s'était jamais assis à une table pour définir des lignes directrices. Il y a un document stratégique sur la drépanocytose qui a été rédigé par le ministère de la Santé. Non, pardon, c'était sur les maladies sans inclure la drépanocytose. Et donc, toutes les personnes qui travaillaient là-dessus ont dit que c'était un scandale. On ne pouvait pas ne pas inclure la drépanocytose. Et donc, on a rassemblé toutes les parties prenantes importantes pour rédiger ces lignes directrices. Et je trouvais ça triste qu'on ignore totalement un groupe de personnes qui existent, qui souffrent d'une maladie chronique, une maladie grave. Et nous nous sommes dit qu'on pouvait parler de l'hypertension, du diabète, d'autres problèmes, le tabac, le cancer, etc. Mais on ne pouvait pas laisser de côté les gens qui souffraient de drépanocytose. En tout cas, c'est l'un des problèmes. En plus, on a un problème de diagnostic. Le problème que je vois, que j'observe, c'est que les gens viennent en hôpital et la seule chose qu'ils pensent, on a le VIH, par exemple, on fait le test, on n'a pas le VIH, on est séronégatif, et puis on teste le palu, toujours pas de problème, et les gens n'arrivent pas à penser au-delà. Pourquoi est-ce que cet enfant, il a la jaunisse, etc. On reste bloqué sur ces dépistages. Et la raison, c'est parce que les formations qui sont faites, elles sont faites aux médecins, et la façon dont notre système de santé fonctionne, c'est que les niveaux plus faibles, c'est-à-dire les dispensaires par exemple, on ne leur a pas parlé, on ne leur a pas donné les compétences et la majorité de ces enfants, ils passent par les dispensaires pour telle ou telle raison. Et donc on les rate, ces enfants, parce qu'on n'a pas pensé à changer notre programme d'éducation pour leur dire qu'il peut y avoir une maladie qui existe et qu'il faut aller aussi bas que possible dans les niveaux pour qu'ils puissent dire « je pense qu'il s'agit de la drépanocytose », qu'ils puissent référer l'enfant. Ils n'ont pas forcément les tests eux-mêmes à mettre en place. Et ensuite, on a le problème des fournisseurs. Alors, chacun pense différemment, chacun a ses propres choses, tout le monde pense à la médecine différemment. J'écoutais ce matin, on se demandait s'il fallait donner un bolus ou pas. Alors, chacun a sa propre façon de faire. Chacun pense que telle et telle chose a été publiée, voilà ce qu'il faut faire. Mais si
on a de la médecine basée sur les preuves. C'est vraiment ça, la direction dans laquelle il faut aller. Il y a aussi les vaccins, les traitements. J'ai regardé la liste des médicaments essentiels au Kenya. La pénicilline. La pénicilline qu'on a, elle est vraiment pas chère. Et c'est incroyable de se dire qu'elle n'est pas disponible à certains niveaux, les niveaux les plus bas. Et donc, on se rend compte que ces choses-là, elles existent dans le système, mais nous, on est manager. Alors, on pense en hauteur, on pratique plus. Alors, on n'est que dans la théorie. C'est difficile de traduire en quelque chose qui est concret, qui est pratique. Comment est-ce que ça va se traduire pour les patients? Le Kenya, aujourd'hui, est un pays à revenu moyen. Ça veut dire qu'on n'aura plus droit à certaines choses gratuitement parce qu'il y a bien quelqu'un qui paye. Donc, les enfants, pardon, les mamans, les avaient gratuitement pour l'instant. Donc, ça, c'est ma préoccupation. Que va-t-il se passer? Ici, c'est la seule fois qu'on a fait des lignes directrices pour savoir ce qui allait se passer par rapport à tout cela. Ici, vous avez Kibera. Je pense que vous avez entendu parler de Kibera. On dit que c'est le deuxième bidonville d'Afrique. Il y a un site MSF, mais nous travaillons avec le ministère de la Santé. Vous voyez 150 000 personnes. Nous voyons environ 500 personnes par jour en ambulatoire. Et nous avons des lignes directrices. Pourquoi? Parce qu'il y a des patients qui correspondent au système. Donc, c'est au-delà du VIH, au-delà du paludisme. Mais les gens reviennent quand même dans le système. Et là, on pense que ça pourrait être la drépanocytose. Donc, ce qu'on faisait au début, on les envoyait à un hôpital universitaire pour qu'ils puissent faire le diagnostic. Et cet hôpital, il n'est pas loin de chez nous, mais là, ce sont des gens qui sont pauvres. Et si on leur demande de payer 500 shillings pour une consultation, il n'y a pas le laboratoire qui est inclus. À ce moment-là, ils n'y vont pas. Donc, il y a une cascade entre mes suspicions et ce qui doit être fait, et on n'arrive pas à arriver au diagnostic. Nous avons donc étudié les données dont on disposait sur le nombre de personnes qui venaient à notre site et on se demande ce qu'on peut faire pour ces patients. Donc, pendant une année, les enfants de moins de 18 ans, on les a étudiés et ce qu'on a fait, c'est qu'on avait des suspicions de drépanocytose et on a pu faire le test. Et on a eu de la chance parce que ceux qui ont eu un résultat positif ont ensuite pu faire une électrophorèse. Mais ce coût, et bien sûr, il faut le payer. Là, c'est MSF qui paye. Et le test, c'est 4 000 shillings. Et donc, même au moment de discuter de ce qu'il faut faire ou pas, il faut toujours faire du lobbying pour des tests qui ne sont pas chers. Parce que ça, ce sont des gens qui, malheureusement, ne pensent qu'à payer leur alimentation et leur loyer. Le diagnostic n'est pas la première chose qui les inquiète. Alors, s'ils ne sont pas à l'aise, ils ne le feront pas. Donc, il faut vraiment réfléchir à toutes ces choses-là pour pouvoir faire ces tests. Nous avons donc vu 149 patients. Et parmi ces 149, 123 ont reçu un diagnostic positif et 110 sur les 123 ont eu une confirmation de drépanocytose. Parmi ceux-là, ceux de moins de 5 ans, c'est-à-dire 48 enfants, 21 ont reçu la pénicilline. Et l'autre problème que nous avons eu, vous savez, les soins chroniques, c'est quelque chose de très difficile pour les patients. Le fait de dire à quelqu'un qu'il faut prendre un traitement pendant 5 jours, pendant 1 mois, 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est très difficile. Et c'est particulièrement difficile pour les soignants. Alors, qui sont les soignants? Ce sont les mamans. C'est toujours les mamans, uniquement la maman. Et quand on regarde les ambulatoires, c'est toujours les mamans et les enfants, jamais les papas. Hein. Même dans les hôpitaux les plus modernes, on va dire, ce ne sont pas papa et maman qui emmènent les enfants, mais ce sont les mamans. Donc, quand la maman a d'autres enfants, d'autres priorités, c'est vraiment très difficile de les convaincre de venir, de revenir de manière consistante, de manière répétée, et de donner les médicaments à leurs enfants de manière répétée. Donc, il faut
essayer de leur expliquer ce qu'il faut faire, mais parfois, ils trouvent ça très difficile parce qu'ils n'ont pas de réseau qui peut les soutenir, qui peut leur permettre d'aller au-delà de la maladie. Les enfants vivent des crises. Nous vivons à Kibera, il y a souvent des infections, l'hygiène est moyenne, il y a des hydratations. Vous savez, les choses qui arrivent souvent. Ici, vous avez le luxe de l'eau potable. Là-bas, eh bien, je ne sais pas s'il n'y en a pas beaucoup qui ont le luxe de boire de l'eau potable dans ce type de contexte. La priorité, ça ne va pas forcément être de donner de l'eau à ces enfants qui souffrent de drépanocytose. Donc, il y a beaucoup de choses à faire au niveau de l'éducation. Il nous reste encore énormément de choses à faire pour ces patients. Nos patients, ensuite, sont envoyés à l'hôpital et c'est le seul endroit où ils peuvent avoir l'hydrosure. Malheureusement, ça n'est pas cher, mais il faut cependant le payer le laboratoire. Il faut être vu par un hématologue. Et donc, quand on voit ce dont ils ont besoin chaque mois, on voit que ce n'est pas possible pour eux. Ils ne peuvent pas avoir accès à tout cela. Et donc, pour conclure, c'est une maladie commune qui existe. Au Kenya, au groupe technique, nous n'avons pas pu calculer la prévalence. On avait quelques idées, à Cliffy par exemple, à Kibera ou ailleurs, mais on n'a pas trouvé un pays, la prévalence de la drépanocytose par pays. Donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de recherches à faire. Les tests en laboratoire, il faut absolument qu'on ait accès jusqu'au niveau les plus bas, parce que beaucoup de ces enfants, ils arrivent à l'hôpital d'un niveau très bas. Ils n'arrivent pas à un niveau très élevé. Donc, ils commencent quelque part, ils vont à un dispensaire, un centre de santé, etc. Ils montent les échelons. Mais que se passe-t-il entre-temps? Il faudrait que les personnes avec qui ils entrent en contact dès le départ, des gens de la communauté, de la clinique, puissent dire, en fait, à ce niveau-là, voilà le minimum que l'on doit faire avant de faire passer ces patients à un niveau supérieur. Et puis, vous avez parlé des tests sur le lieu de soins. Et pendant notre groupe de travail, quelqu'un a fait une présentation. Il venait d'une société américaine. Et puis, les gens étaient contents. On avait l'impression de progresser, qu'il ne fallait plus attendre qu'à 24 heures, 48 heures. Parce que 48 heures, c'est beaucoup pour un patient. Eh bien, moi, je viens d'une zone rurale. Je suis venue parce que mon enfant était malade. Donc, dans 48 heures, je serai ailleurs. Je serai rentrée dans mon village. Donc, si l'on peut diagnostiquer ces patients à ce moment-là aussi rapidement que possible, là, on va pouvoir changer l'avenir de ces enfants. Mais en plus de tout cela, je pense qu'il faut soutenir ces patients. Il faut soutenir aussi les soignants parce qu'ils ont beaucoup de mal. Ils ont du mal aussi avec les travailleurs de la santé qui ne comprennent pas cette maladie. Et malheureusement, en Afrique, c'est très difficile de présenter un diagnostic difficile à quelqu'un. Vous savez, il faut dire à quelqu'un qu'il souffre de drépanocytose, que ça veut dire papa, maman. Il faut leur expliquer quelle est la chance d'avoir un enfant qui a la drépanocytose. Tout ça, c'est vraiment difficile pour les soignants. Et donc, on n'aime pas aller dans des territoires qui sont inconfortables. Mais il faut bien faire passer le message et il faut donc nous expliquer comment faire passer le message pour qu'il soit acceptable aux personnes qui apprennent la nouvelle. Et puis, quand je regarde des gens comme David, franchement, je vois qu'il y a énormément de progrès et que beaucoup de nos patients vivent plus longtemps. Et ça, ce sont vraiment les choses que nous devons toujours garder à l'esprit pour nous donner de l'espoir, bien sûr, à nous, mais aussi à nos patients. L'une des choses qu'on fait dans nos cliniques, c'est que nous avons des enfants un peu plus âgés qui sont dans les sessions avec des mamans qui emmènent leur bébé pour les encourager, pour leur dire que leur enfant peut aussi être comme celui-là, que cet enfant ne va pas mourir. Et donc, à chaque fois, quand l'enfant vit une crise, on va les encourager. On va dire, ah, cet enfant, il est toujours là. Donc, si je fais ce qu'il faut, mon enfant va aussi pouvoir survivre. Et je pense que quand on fait des efforts de manière aussi concertée, avec la stratégie dans la communauté, on parle de la drépanocytose, aussi au niveau de la clinique, mais aussi au niveau des décideurs politiques, tout en incluant, bien sûr, les patients eux-mêmes. Et donc, avec cela, je pense qu'on va pouvoir avancer au niveau de la drépanocytose. Merci.
question. Thank you very much. Merci. Merci. Très, très belle présentation. Nous allons prendre maintenant quelques questions. 2 ou 3 questions peut-être. Peut-être que la personne qui a le micro, pourquoi elle ne pose pas de questions elle-même? Personne n'a levé la main. D'accord, alors je vais poser une question. Je voulais vous remercier pour votre présentation qui a donné beaucoup d'inspiration. Également votre perspective d'infirmière, parce que ça c'est important aussi. Les infirmières et infirmiers donnent les résultats qui sont difficiles parfois à donner. Mais j'aimerais aussi vous poser une autre question. Vous avez parlé des tests sur le lieu des soins. Donc de quoi s'agit-il? Est-ce que vous avez accès à tout cela? Et je vous pose cette question parce que je travaille ici à MSF Suède pour le plaidoyer et je sais que la MSF travaille beaucoup là-dessus, le recherche-développement, essayer de se concentrer sur ce type de maladie. Est-ce que vous avez certains souhaits? On a une campagne qu'on appelle campagne pour l'accès aux soins. Bon, pour les tests sur les lieux de soins, non, on n'a pas encore ces tests. Au Kenya, ça a été introduit récemment dans notre groupe de travail technique. Quelqu'un est venu nous expliquer que cela existait, mais c'était 200 $ à peu près. Et donc, bien sûr, on s'est dit 200 $, personne ne va pouvoir se le permettre. Donc, ça a été tout un débat. C'est plutôt dans notre liste de souhaits. J'aimerais bien sûr, que ça soit une liste de souhaits qui puisse se traduire en réalité, comme elle nous a présenté. Donc ça, c'est en haut de ma liste. Parce que chez MSF, nous avons beaucoup d'éléments de plaidoyer, c'est-à-dire que nous avons des patients, nous avons beaucoup de choses qui sont utiles pour les patients, mais ce qui nous manque parfois, c'est au niveau des diagnostics. C'est-à-dire qu'en 2 minutes, on pourra avoir un résultat, en 5 minutes. Ça, c'est vraiment en haut de ma liste de souhaits. Quelqu'un a parlé aussi des opiacés. Au Kenya, on les a, mais la difficulté, c'est de les prescrire. Ce n'est pas que ça n'existe pas, c'est plutôt qu'on est limité. Et c'est-à-dire que les gens qui peuvent les prescrire sont limités. Donc les patients sont bloqués parce que ça ne peut être donné que dans des hôpitaux universitaires. Alors que se passe-t-il entre-temps? À Kibera, on a de la chance parce qu'on a accès à de la morphine, mais nous sommes l'un des hôpitaux publics, des rares hôpitaux publics où on a accès à la morphine. Donc on s'est posé cette question dans notre groupe de travail. Que faire pour changer cela? Est-ce qu'il faut former les gens? Est-ce qu'il faut débloquer les politiques qui existent et qui limitent les gens, puisque très peu de personnes peuvent prescrire la morphine? Mais je pense que dans le temps, on va améliorer la qualité des vies de nos patients, oui. C'est bon? Okay.